Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du samedi 11 janvier 2025, pardon. On se fera un petit point en Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi dans les commentaires d'analyser SUI aujourd'hui. Je remets Gala qui est beaucoup revenu contre NMT. C'est à vous de décider dans les commentaires. Le commentaire qui reviendra le plus gagnera l'analyse. Et également, n'hésitez pas à me proposer d'autres idées d'alcool que je pourrais analyser. Également, pour le copy trading, on lance une nouvelle stratégie. Il n'y en aura pas d'autres. C'est la dernière édition. C'est la stratégie d'accumulation. Sur le copy trading, on va s'occuper d'acheter bas et de revendre plus haut sur ce bull run. C'est la stratégie probablement qui va faire le plus de gains cette année parce qu'elle est programmée exclusivement pendant le bull run. Je vous l'explique rapidement. C'est une stratégie d'accumulation qui est basée sur plusieurs secteurs, l'IA, Blue Chips, DeFi, Deepin, Gaming, Infrastructure, Interop, Layer 1, Memcoin, Metaverse, etc. Real World Asset. C'est vous qui décidez sur le secteur sur lequel vous voulez aller, par exemple si c'est de l'IA, Deepin, DeFi, etc. C'est la dernière édition, on n'en fera pas d'autres, ça va se terminer dans quelques jours, donc si vous n'êtes pas encore inscrit sur le copy trading, je vous invite à le faire parce qu'après il n'y en aura plus. Pour ceux qui veulent rejoindre le copy trading, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Ensuite, ça vous ramène sur cette page que je suis en train de vous montrer. Vous cliquez sur le lien ici pour s'inscrire sur BitGet, vous remplissez ce petit formulaire, donc il vous suffit simplement de mettre votre prénom, email, identifiant BitGet, de cliquer sur rejoindre et ensuite vous cliquez ici sur configurer le copy trading. Ça vous ouvre une playlist de vidéos, il y en a 4 à regarder, vous regardez la première et les 3 autres et ensuite vous aurez justement la possibilité de configurer l'outil de copy trading. On vous montre tout sur ces vidéos et sur ces tutoriels, mais j'insiste, c'est vraiment les derniers jours où vous pouvez rejoindre ces stratégies-là. Après, il n'y aura plus de place et on va fermer justement la possibilité de rentrer parce que simplement, le marché commence à rentrer dans des zones extrêmement intéressantes et si vous traînez trop, vous n'aurez pas les zones d'achat optimales et on s'occupe de la revente également. Donc si vous ne savez pas gérer vos entrées et vos sorties, nous on s'occupe de ça et ça va vous permettre tout simplement de ne rien faire. On va acheter tranquillement et on va revendre ça beaucoup plus haut. Il n'y a pas de levier ou autre, c'est vraiment que sur du spot et ici on va se concentrer sur la performance. Donc n'hésitez pas vraiment très très vite, ça sera bientôt terminé. Alors du coup, pour revenir sur Bitcoin, hier on va parler premièrement des chiffres macroéconomiques. On a des chiffres qui sont pas bons, alors qui sont bons pour l'économie, mais qui sont pas bons pour le marché à risque. Donc les crypto-monnaies, les indices, les actions. Pourquoi? Parce que l'économie est sous pression dans le sens où l'inflation est beaucoup trop forte encore. La Fed ne peut pas se permettre de baisser les taux comme elle le voudrait. Ici, on peut voir l'inflation qui avait fait un plus bas sur Trueflation à 1,68%. On est remonté à plus de 3%. Et là, on a une légère chute. Ce qu'il faudrait observer au cours des prochaines semaines, c'est est-ce que l'inflation va pouvoir rechuter ou non. Si jamais on revient au-dessus des 3%, là, ce serait vraiment pas bon. Et du coup, pour ceux qui se demandent, en fait, le Bitcoin, il répond tout simplement à la macroéconomie. Maintenant, Bitcoin, c'est un actif qui vaut plus de 1500 milliards de dollars. Il est corrélé à la bourse, il l'a été pendant très longtemps, il le sera parce que c'est pas encore considéré vraiment comme une valeur refuge, c'est pas encore assez capitalisé. Et du coup, si les institutions, les banques, les hedge funds commencent à dérisquer, c'est-à-dire à vendre de l'asset à risque, donc des actions, des indices, automatiquement, s'ils ont du Bitcoin en portefeuille, ils peuvent le vendre également. Et c'est ce qui fait que le Bitcoin est corrélé à la bourse traditionnelle. Et c'est pour ça justement qu'on a une baisse en ce moment. Et d'un point de vue macro, au niveau des datas, hier, c'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'on a le NFP qui est en hausse et largement au-dessus des attentes et au-dessus des chiffres précédents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la création d'emplois continue d'augmenter aux États-Unis. Ce qui veut dire que le marché de l'emploi, le marché du travail est très très fort. Et tant que le marché du travail sera fort, malheureusement, on ne pourra pas avoir de baisse de taux parce que si le marché du travail est fort, ça met de la pression sur l'inflation et ça empêche la Fed de pouvoir baisser les taux d'intérêt. Et du coup, on a aussi le taux de chômage ici qui est tombé. On avait des attentes à 4,2%. Les chiffres précédents étaient à 4,2% également. Et là, malheureusement, on voit que le chiffre est en train de baisser. On a annoncé 4,1. Donc le chômage est en train de baisser également. Donc une inflation qui remonte, un marché du travail qui est croissant et qui est toujours fort et une inflation qui persiste, ça fait des choses, c'est impossible en fait de baisser les taux d'intérêt pour le moment. Et du coup, le marché actuellement, alors, avant le meeting de Powell en décembre 2024, le 18 décembre, je crois, on s'attendait tous à 3 baisses des taux en 2025. Donc, en fait, plus on baisse les taux d'intérêt, plus on peut faire des emprunts, plus les sociétés peuvent faire des emprunts, etc. Et plus il y a d'argent qui va circuler dans l'économie, et plus ça va booster l'économie. Et donc ça, les marchés apprécient. Donc c'est pour ça que les marchés montent depuis 2008 sans relâche, parce que les taux d'intérêt sont très bas. Sauf que maintenant, on a des taux d'intérêt qui sont élevés, et on s'attendait à 3 baisses de taux en 2025, ce qui n'était pas énorme, parce que les taux seraient encore élevés, mais ça permettait encore au marché de monter, justement. Sauf que là, quand Powell a annoncé le 18 décembre qu'il y aurait 2 baisses de taux, là, c'est devenu un problème. Ça a été la première vague baissière qu'on a eue justement
sur le marché américain. Si on regarde bien, c'est cette grosse vague baissière du 18 décembre ici. On a eu un rebond malheureusement qui n'a pas permis de relancer la tendance. On a fait encore un nouveau plus bas. Et hier, avec les résultats négatifs, malheureusement, maintenant le marché est en train de pricer une seule baisse des taux en 2025. Donc on est passé de 3 à 1. Et cette baisse des taux serait éventuellement au mois de juin 2025 ici. On peut voir que sur la zone de taux d'intérêt de 4 à 4,25, on a 44,5% de chances pour le marché de baisser les taux d'intérêt le 18 juin. Sauf qu'au mois de mai, pas de baisse des taux envisagée par le marché. Toujours le plus probable, ce serait un maintien des taux. Alors c'est très léger, mais les probabilités sont repassées en faveur de maintien de taux au mois de mai. Mars et janvier, je ne vous fais pas regarder, ça ne sert à rien. C'est la même chose, plus de chances de ne pas baisser les taux. En juillet 2025, également rester sur les taux à 4, 4,25. Donc ça voudrait dire que le marché est en train de se projeter sur une seule baisse des taux au mois de juin, plus de baisse des taux au mois de juillet. Au mois de septembre également, pas de baisse des taux, ce qui n'était pas du tout le cas. Au mois d'octobre de 2025, pas de baisse des taux à nouveau également. Et en décembre 2025, pas de baisse de taux également. Donc le prochain rendez-vous, ce sera le FOMC. Le FOMC, c'est quand Powell va annoncer justement s'il y a une baisse des taux ou non le 29 janvier, donc dans 2 semaines. On s'attend à 93% de probabilité qu'il n'y ait pas de baisse des taux. Donc ça n'a pas trop changé, on s'y attendait déjà. Mais c'est surtout le discours qui va être intéressant. Est-ce que Powell va confirmer cette thèse une baisse de taux ou pas? Ou est-ce qu'il va justement ne pas la confirmer, dire non, on reste toujours projeté sur 2 baisses des taux en 2025, ce qui redonnerait du jus au marché, donc peut-être fin janvier. Par contre, si Powell confirme bien qu'il y aura exclusivement une seule baisse des taux en 2025, et si il émet le doute de dire bon bah ça se trouve il n'y aura pas de baisse des taux en 2025, là le marché va pas du tout l'apprécier. Et c'est pour ça qu'actuellement je vous montre, avant de faire l'analyse de Bitcoin, je vous montre graphiquement le Bitcoin à gauche, le Nasdaq à droite, et on peut voir que les deux sont extrêmement corrélés parce qu'ils répondent à exactement la même chose. Et on voit hier que du coup le dollar index que vous voyez en bas à gauche ici est en train d'exploser parce que un marché de la croissance, un marché du travail qui est fort et des taux d'intérêt qui sont élevés, c'est magnifique pour le dollar. C'est pour ça que le dollar explose et qu'on voit justement l'euro qui tombe face au dollar. Parce que premièrement, aux États-Unis, l'économie est encore trop forte comparée à l'Europe. Du coup, ils ne peuvent pas se permettre de baisser leurs taux, ce qui fait que les taux d'intérêt sont beaucoup plus élevés aux États-Unis et que les taux d'intérêt sont plus bas en Europe, ce qui fait tout simplement qu'on se retrouve avec un dollar qui sera beaucoup plus fort au cours des prochains mois. Alors les marchés peuvent monter avec le dollar américain, c'est pas un problème, c'est déjà arrivé, mais si la tendance continue ainsi, le temps que le dollar trouve un top ou se calme, ça pourrait encore faire une pression baissière sur les assets à risque. Et du coup, hier, je vous disais justement qu'après la prise des stops, et là on commence l'analyse, au 91 510, c'était l'objectif, on est venu faire cette prise de stop, on a eu un rebond ici, et on a eu un petit short squeeze parce que comme je vous expliquais, pour moi le fait que le marché soit venu à 91 510 dollars, c'était clairement pour le NFP probablement pouvoir initier un petit short squeeze. Sauf qu'on a le NFP, le marché dump fait juste une prise de stop et là on repart dans un flux qui est baissier. Alors ce qu'il faut comprendre c'est que techniquement ce marché est toujours baissier pour le moment, pas sur du long terme encore une fois. Sur du long terme on est toujours très haussier sur le Bitcoin, il n'y a pas de problème. Je veux dire sur du daily ici, sur une échelle de temps daily, ça fait depuis le 17 décembre qu'on a commencé une petite dynamique baissière qui ne s'est toujours pas terminée. Donc d'un point de vue technique, c'est toujours baissier. D'un point de vue order flow, c'est-à-dire que font les intervenants sur le marché, bah, les intervenants sont toujours majoritairement en short ici sur ce support, ce qui pourrait indiquer éventuellement plus de consolidation et éventuellement des pièges haussiers pour dégager ces shorters-là avant d'aller casser le support si malheureusement le marché américain continue de glisser au sud. Et le marché américain, je fais une petite parenthèse, qui lui également est venu ici chercher la zone de stop identifiée, qui est le plus bas de la semaine passée, et c'est une zone de stop qu'on va observer, on voit que ça a déclenché un rebond. Si malheureusement lundi, donc là les marchés sont fermés le week-end, si lundi ou la semaine prochaine, le marché américain n'arrive pas à se reprendre après la prise des stops, ici des 20 983 points, et qu'on commence comment dirais-je, à s'installer sous les plus bas de vendredi, là ça commencerait à annoncer une paire de zones importantes sur le marché américain qui pourrait tout simplement continuer de chuter et commencer à valider et bien confirmer une dynamique baissière ici en daily. Ce qui indiquerait que le début d'année 2025 serait baissier sur les indices. Et donc si c'est baissier pour les indices, également ça pourrait être aussi un petit peu baissier pour les crypto-monnaies. Rien de très grave, encore une fois. Ce qui impacte beaucoup, c'est les altcoins. Je le sais, pour la majorité, vous êtes dans les altcoins et vous dites, bah ouais, mais il n'y a pas de bull run, il n'y a pas d'all season, c'est quoi ce bordel? Actuellement, il y a une alt season. C'est juste que, je l'expliquais aux élèves, mais vous regardez pas les bons assets, les bons narratifs, tout ce qui n'est pas en convergence avec le Bitcoin. Et je vous ai fait une vidéo là-dessus. C'est pas bon. Cette vidéo sortira demain d'ailleurs, mais c'est vraiment pas bon. Ok, il faut de la convergence. Il faut trouver des actifs qui arrivent à performer plus que Bitcoin. Tous les actifs que vous regardez, si vous vous dites qu'il n'y a pas d'alt season, les altcoins ne performent pas.
C'est parce que vous êtes sur des actifs qui sous-performent le Bitcoin. Et des actifs qui surperforment le Bitcoin, il n'y en a pas énormément. C'est pour ça que vous avez l'impression justement de rater une partie de la performance du marché. Et du coup, ici sur le Bitcoin, bah, on s'attend tout simplement à ce que éventuellement on puisse revenir travailler la précédente impulsion. Ici. Donc, c'est-à-dire des 89 000 jusqu'à 73 000. Ça ne veut pas dire qu'on va aller à 73 000, loin de là. C'est juste ce qu'il faut comprendre, c'est que cette correction qu'on a actuellement sur le marché risque de se terminer dans ces zones ici de déséquilibre, ce qu'on appelle des imbalances. C'est exactement ce qu'on a fait précédemment. Je vous laisse consulter ça, mais vous pouvez voir que la correction précédente, entre guillemets, du Bitcoin est juste venue repricer le précédent imbalance ici, et on voit qu'on pourrait faire exactement la même chose avant d'aller plus haut. Et personnellement, c'est mon avis. Je pense qu'on va travailler la précédente bougie d'impulsion de novembre 2024, qu'ensuite Bitcoin trouvera un bottom et que le marché pourra repartir. Sauf que les altcoins risquent encore malheureusement de continuer à subir. Et du coup, pour aller plus précisément dans l'analyse technique, au vu de ce qu'on sait techniquement et au vu de ce qu'on sait au niveau de l'order flow, on sait que les gens sont majoritairement short ici sur le support, qu'il y a beaucoup de gens qui sont short ici. On sait également qu'il y a énormément de liquidations à aller chercher, probablement sous les 89 à 85 000 dollars. Je pense personnellement qu'on peut avoir des rebonds éventuellement. Alors, est-ce que ce rebond est terminé? Potentiellement, le prix a pris ici le previous daily high. Donc vendredi, on a pris le sommet de jeudi et ça correspondait à un imbalance baissier. Pour l'instant, ça nous repousse. Donc peut-être que ce rebond est déjà terminé. Ce n'est pas impossible. Je vais vous donner des éléments à surveiller. OK. Alors ici, on peut voir qu'on a ce qu'on appelle un breaker bullish. Le prix a formé un breaker. C'est une pattern qui est assez puissante. Juste là, ce breaker a parfaitement été maintenu. Pour moi, tant que ce breaker est maintenu, je ne serais pas étonné de voir le Bitcoin pousser jusqu'aux 97 200 dollars pour aller chercher justement les liquidations et les stop-loss des shorts qui sont en train de rentrer sur le support. On peut également y combiner une petite zone de rechargement de short ici. Alors, il faut savoir, dans une dynamique baissière, souvent ce qui arrive, c'est des rebonds dans les zones de rechargement de short. Et ici, on voit justement que ça permettrait. Alors, je ne dis pas que ça va arriver, et c'est pas. Dans une tendance baissière, vaut mieux attendre les replis pour shorter quand ça remonte, comme ici par exemple, et capturer les gains sur la baisse, que de vouloir acheter pour faire du profit sur le rebond. C'est plus smart d'attendre le rebond et de shorter le rebond plutôt que de faire l'inverse. Comme ceux qui shortent des tendances haussières qui à chaque fois veulent trouver le top alors qu'il y a juste à attendre le petit repli, d'acheter le repli et de bénéficier du prochain mouvement haussier. Alors ici, pour revenir sur cette zone, vu qu'il y a beaucoup de shorteurs, on pourrait, je ne dis pas qu'on va le faire, mais on pourrait éventuellement aller chercher par exemple la zone des 98 300 à 100 200 dollars et ça ne changerait rien. En gros, le prix pourrait juste faire ça, maintenir le breaker, tac tac tac, continuer de short squeeze et malheureusement à un moment donné se retourner dans cette zone pour cette fois-ci aller défoncer le support. D'abord sortir les shorteurs, ensuite aller chercher tous les points d'intérêt et casser le gros support qui permettrait justement de liquider énormément de gens sur ce marché éventuellement. Donc pour l'instant, pour moi, tant qu'on ne perd pas le breaker, il y a vraiment la possibilité d'avoir un Bitcoin qui peut continuer de short squeeze pardon, au moins jusqu'aux 97 242 dollars. Vous voyez, on avait identifié ce niveau ici, 95 358. Malheureusement, on a eu un point de retournement ici. Et depuis, la dynamique est de nouveau baissière. C'est-à-dire que là, notre indicateur identifie le sommet. On a ce qu'on appelle un stimulus du sentiment. Là, en gros, on a une pattern algorithmique. C'est-à-dire que les algorithmes viennent pousser le prix pour déclencher tous les stop-loss et toutes les liquidations des shorters. Et derrière, ici, on a un flux baissier qui est en train de se reprendre. Ce qu'on veut observer, c'est est-ce que le breaker peut être maintenu? Si oui, on pourra, je pense, continuer de squeeze jusqu'aux 97 300 éventuellement pour revenir travailler ces imbalances baissiers qu'on a laissés derrière nous. Si malheureusement on perd le breaker, là honnêtement, ça sent la continuation baissière et le prochain point d'intérêt majeur sera les 90 200. Du coup, ce qu'il faut retenir pour faire un bilan ici sur Bitcoin, je vais aller voir Ethereum juste après, c'est une macroéconomie qui n'est pas très bonne en ce début d'année 2025 avec des taux d'intérêt qui sont trop hauts et qu'on ne peut pas baisser, un marché du travail qui est trop fort et une inflation qui est persistante. Bitcoin répond à ces paramètres, à ce que les investisseurs prennent du risque et considèrent Bitcoin comme un actif à risque, et donc on achète du Bitcoin quand la politique monétaire est favorable pour le faire. Malheureusement, cette politique n'est plus favorable. Et d'un point de vue technique, on peut voir que le marché maintenant se recalque à cette politique monétaire, puisqu'il répond aux imbalances baissières et ne répond pas aux imbalances haussières. On me dit tout le temps, oui, tu parles tout le temps d'imbalance, etc., mais c'est quelque chose de très important. Une imbalance, ça montre à un moment donné si les acheteurs et les vendeurs se sont fight et s'il y a eu un combat qui a gagné.
Quand vous avez une imbalance baissière, ça prouve tout simplement qu'il y a eu, entre la relation d'offre et de demande, l'offre a explosé la demande. Et on sait ici qu'il y a de gros vendeurs, tout simplement, qui ont vendu massivement. Et ce qu'on observe, c'est est-ce que le prix, en revenant dans cette zone, il repousse ou pas? Si c'est le cas, c'est que c'est baissier. Pareil pour une imbalance haussière. Par exemple, quand il y a de grosses imbalances haussières qui vont se former et que le prix va revenir travailler ces imbalances et que le prix va respecter ces imbalances, par exemple, comme ici, bah là, vous savez que vous êtes dans quelque chose de bullish. Et là, on voit que le prix, il a fait que respecter les imbalances haussières. Même ici, il y avait de grosses imbalances, on les a travaillées, on a continué d'aller plus haut. Ça montre que c'est un marché qui est haussier, tout simplement. En revanche, là, le prix forme des imbalances haussières qu'il ne respecte pas. Donc, les tentatives de force acheteuse échouent et les forces vendeuses réussissent. Donc, automatiquement, on est dans un flux qui est baissier. Également, en lisant la dynamique du prix, depuis la cassure de ce creux, on en parlait, il y avait énormément de probabilités de trouver un sommet descendant ici. Malheureusement, ça a été fait. Donc, attention éventuellement à ce que cette dynamique puisse se poursuivre. Et pour l'instant, la macroéconomie semble indiquer ça. Et lui, l'order flow, comment les intervenants sont positionnés sur le marché, semble indiquer que des squeezes, des short squeezes, des rebonds peuvent arriver à tout moment pour sortir ces vendeurs, pour permettre au marché d'aller plus bas derrière. Et concernant ETH, juste ici, on va charger ça tranquillement. Ethereum, son point d'intérêt majeur, c'est les 3100 $. Pour moi, je ne pense clairement pas qu'on a bottom sur Ether tant qu'on n'ira pas sous les 3100 $. J'ai déjà expliqué plein de fois. Et je pense également qu'on en profitera pour aller sous les 3000 $ pour pouvoir en fait tout simplement travailler, comme on en avait parlé, cette imbalance vectorielle qui est dans une zone de rechargement. Donc là, on va vraiment arriver dans des zones sur Ethereum où ça va être très 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 pertinent de pouvoir justement racheter sur du spot pour accumuler pour éventuellement quand la politique monétaire redeviendra favorable, qu'on retrouve du flux haussier sur le marché crypto et qu'on pourra revendre ça beaucoup plus haut. Je vous rappelle ici qu'il y a également ce qu'on appelle un order block, donc c'est une zone qui devrait être maintenue. Ce que je veux dire, c'est que cette bougie haussière là, tant qu'on ne la casse pas, l'objectif c'est de faire ça. Donc soit de juste venir combler l'imbalance ou carrément de revenir jusqu'à l'order block, mais que ce soit maintenu pour ensuite refaire une impulsion haussière et cette fois-ci casser la résistance des 4100. Ok. Je reviens ici en daily, on peut voir qu'on a consolidation, manipulation, expansion, on en avait parlé, il ne fallait surtout pas réintégrer cette imbalance. Et ici, on a encore une fois le résultat, un imbalance baissier qui nous repousse, qui vient rechercher un imbalance haussier qui n'est pas maintenu, avec un imbalance baissier qui pour l'instant est un breakaway gap. Donc ça peut être une figure d'accélération sur Ethereum. Et donc là, l'objectif, ce serait les 3100, ce qu'on appelle le Previous Monthly Low. Donc c'est quoi le Previous Monthly Low? En français, c'est le plus bas du mois passé. Et ce plus bas de mois passé couvre également ce qu'on appelle une FVG mensuelle, donc un imbalance mensuel. Donc c'est pour ça qu'il y a énormément de chances d'y aller. Et personnellement, je ne pense pas qu'Ethereum se retournera avant d'avoir été chercher au moins les 3100. Ce qui veut dire que si on a un rebond et que Ethereum vient dans cette imbalance baissière, il y aura beaucoup plus de probabilité d'avoir une continuation baissière plutôt qu'une vraie reprise haussière. Et en fait, Ethereum, c'est aussi, et Bitcoin indique un petit peu la direction des altcoins, bah, malheureusement pour le moment, on peut voir qu'on est toujours dans un flux qui est baissier, sauf sur certains assets. Ok. Par exemple, vous avez demandé l'analyse de SUI, je le ferai du coup tout à l'heure, ça sortira tout à l'heure. Vous allez voir que lui, c'est différent, il est toujours encore dans un flux qui est haussier, et je vous indiquerai justement ce qu'il faut surveiller pour inverser ce flux, et ce qui permettrait justement d'identifier des zones intéressantes. Et ici, si je viens en horaire sur Ethereum, il n'y a pas grand-chose à dire de plus pour moi. Il n'y a pas encore de market structure shift sur Ethereum, donc on est toujours dans une dynamique qui est baissière, ce qui pourrait indiquer que Ethereum aurait plus d'intérêt à aller chercher malheureusement le prochain point que je vous ai déjà indiqué ici en orange sur mon graphique daily, mais les 3100 $. Et c'est ici éventuellement qu'on pourrait avoir un rebond plus fort, voire un short squeeze un peu plus fort jusqu'aux imbalances baissières qu'on a laissées ici. Mais pour l'instant, ça semble être la direction à prendre sur Ethereum. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si le son n'est pas aussi bon que d'habitude, c'est normal, je suis en déplacement, j'ai un setup de déplacement, c'est pas mon setup maison avec le bon micro, etc. J'espère que ça sera bon quand même. J'ai essayé de faire les meilleurs réglages possibles. Bombardez les pouces bleus, les commentaires, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Également, je vous rappelle en commentaire épinglé ou en description, vous avez l'accès justement aux liens qui vous ramènent sur tous les liens importants, copy trading, formation gratuite. N'hésitez pas sur le copy trading, les stratégies, il y aura bientôt plus de place, on va fermer, donc c'est maintenant ou jamais. Également, vous avez aussi la possibilité de rejoindre l'école juste ici. Si vous voulez vous former à mes côtés tous les jours du lundi au vendredi, ça se passe dans l'école, ça commence à 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois si vous le souhaitez qui ont des réductions. Vous aurez accès à la formation de l'école qui est juste ici, 19 heures de cours vidéo, 8 modules qui vous apprennent absolument tout sur le trading de A à Z. En plus de ça, vous avez aussi la possibilité d'avoir accès aux briefs tous les jours. Donc en fait, c'est la formule de l'école. Les briefs tous les jours, on analyse les marchés ensemble, on trouve des opportunités ensemble, on fait la gestion du risque ensemble. Et derrière, vous avez la formation pour vous former de votre côté
Et vous avez aussi les témoignages des membres juste ici si vous souhaitez les lire. En tout cas, vous êtes les bienvenus. Je m'arrête ici, on se retrouve tout à l'heure pour l'analyse de SUI. À tout à l'heure. Ciao, ciao.